Et on va parler justement de la bande de Gaza avec notre invitée Iman Marifi, infirmière, membre de l'ONG Palmed. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous revenez tout juste de Gaza, vous y étiez 2 semaines, tout près de Khan Younes, vous me disiez, au sein d'un hôpital européen. Donc vous faites vraiment partie des quelques personnes qui ont pu rentrer dans Gaza. Déjà, ça n'a pas dû être simple d'y rentrer. Non, c'était pas simple, puisque arrivé à Rafah, on est arrivé à la fin des autorisations. En fait, on peut entrer entre 9h et 17h, et on était au Caire, plus précisément. Donc, entre le Caire et Rafah, il y avait beaucoup de checkpoints, et c'était très, très long. On pouvait s'arrêter 2-3 heures par checkpoint. Donc, il a été déjà très difficile d'arriver à Rafah. C'était des contrôles qui duraient très longtemps. Et vous êtes allé avec égyptiennes. Cette ONG, donc cette ONG Palmed. Vous avez passé 2 semaines sur place. D'abord, quelle est la situation dans cet hôpital en particulier? Est-ce qu'il fonctionne? La situation est chaotique. En fait, les mots me manquent, c'est chaotique. Les habitants, les Gazaouis, sont venus se réfugier dans l'hôpital. Donc, c'est une situation inédite. On a plus de 30 000 personnes qui vivent dans cet hôpital. Donc, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de jeu pour des enfants. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de réanimer un patient, enfin de participer à la réanimation d'un patient au sol et d'avoir des petits-enfants qui me volent des gants dans ma poche pour en faire des ballons de baudruche, vous voyez. Ils n'ont plus rien. Donc la situation est catastrophique. Vraiment. Combien d'enfants sont sur place? Alors, pendant que nous étions sur place, il y a un recensement qui a commencé. Donc on a commencé à voir apparaître sur les tentes de fortune des tags, des chiffres et des lettres. Donc ils ont commencé à recenser pour essayer d'avoir un chiffre. Donc, quand nous sommes arrivés le 22 janvier, on nous a annoncé 25 000 personnes. Et à terme, ils nous ont dit qu'ils étaient déjà à plus de 30 000 dans l'hôpital. Juste dans cet hôpital. Donc, et rappelez-nous, donc c'est l'hôpital européen. L'hôpital européen se trouve où exactement? Il se trouve à l'est de Khan Younes, dans le quartier de Al-Foukari. On est à quelques kilomètres de Khan Younes, c'est-à-dire que j'ai passé 15 jours... avec le bruit des drones et surtout des bombardements qui, je l'ai senti malheureusement au fil des 15 jours, se sont rapprochés. Donc je suis très inquiète pour les 30 000 personnes dans cet hôpital. Surtout que là, on parle donc peut-être d'un assaut terrestre à Rafah. J'imagine que ça vous inquiète comme ça. Je l'ai entendu comme vous en direct et ce serait très compliqué parce que nous avons eu l'occasion d'aller à Rafah. Palmed a des centres médicaux pour des soins... de suite. Et donc, il y a 1,4 million de personnes actuellement à Rafah dans des tentes de fortune. Ils ont construit avec du carton, du bois, des vêtements aussi. Ils ont cousu des vêtements c'est des tentes de fortune. Ce serait catastrophique. Ce serait une catastrophe humaine que Rafah soit touchée. L'hôpital fonctionne-t-il? Il y a des équipes. Les équipes parviennent à soigner. J'imagine qu'il y a de nombreux blessés. Comment ça se passe? Il faudrait différencier le plan, les besoins humains, enfin matériels et humains. Sur le plan humain, ils sont en nombre, c'est-à-dire que il y a beaucoup de volontaires qui font le travail des aides-soignants ou des infirmières, beaucoup d'infirmières qui font le travail des médecins et des médecins, des chirurgiens, mais il manque de moyens, c'est-à-dire que les médecins qui exerçaient à l'hôpital indonésien, à Al-Shifa ou à Al-Nasser, sont venus prêter main forte à l'Européen, qui est le dernier centre hospitalier qui fonctionne. Enfin, moi je ne dis pas qu'il fonctionne, mais qui est encore ouvert, qui peut accueillir. Donc en termes de moyens humains, ça peut aller. D'autant plus que normalement ils travaillent un jour sur 3 chacun. Ils font des équipes pour travailler 24 heures sur 72. Mais en fait, ils viennent quand même sur leur jour de repos pour passer le temps, surtout pour avoir un repas, parce que l'hôpital offre un repas par service à ceux qui sont là, donc c'est souvent du riz ou des pois chiches, donc ça leur permet de pouvoir manger et puis d'être là avec leurs collègues parce qu'ils sont tous en deuil. Moi, j'ai rencontré aucun collègue qui n'était pas en deuil. Donc ça leur permet aussi d'échanger un peu dans leur peine. Donc en termes de moyens humains, ils les ont à peu près, mais en termes de moyens matériels, c'est impossible. C'est impossible de travailler. On n'a pas pu travailler. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement en fait? C'était compliqué, c'est-à-dire que y a pas de drap, il n'y a pas de champ stérile, il n'y a pas de compresse. Donc, c'est-à-dire qu'en France, je vais désinfecter avec 4 compresses juste pour une pré-désinfection. Là, je vais en avoir une pour toute la procédure. On a très très peu de morphinique. Donc, je dois sélectionner, réfléchir à qui je peux donner un peu de morphine. C'est-à-dire qu'un enfant... un enfant qui est venu avec des plaies par balle, la balle n'était pas traversante,
comme on attendait de savoir s'il passait au bloc ou pas, en attendant, il n'a pas eu de morphine parce qu'il fallait être dans l'économie pour savoir si on allait l'utiliser pour le bloc. Vous voyez, donc on est dans l'économie de tout, on réfléchit à tout. Et malheureusement, les cas se suivent et puis on se blinde, on se dit, alors l'enfant de 8 ans qui a un éclat d'obus à la radio qui semble faire 5 cm, oui, mais l'autre a eu sa jambe arrachée, donc l'enfant, on va lui enlever à vif et puis on donnera ce qu'on nous reste de morphine à l'autre. On faisait des choix qui étaient aussi déchirants que ça. Et quand vous dites vous vous blindiez, on doit se blinder. Moi, en partant, je m'étais préparée à voir l'horreur. C'est-à-dire, j'ai perdu entre les mains des enfants. Mon dernier patient, et là j'ai dit stop, c'est un bébé de 48 heures qui est mort d'hypothermie. Donc on parle beaucoup, on a beaucoup vu des patients arriver avec des bras arrachés, la moitié du visage arraché vraiment. Et il y a aussi les victimes collatérales, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de traitement pour les maladies chroniques. Donc on a perdu en réanimation une maman enceinte de son bébé. Donc le bébé est décédé dans son ventre du fait du diabète. Donc elle n'avait pas de traitement, elle a fait ce qu'on appelle un coma acidocytosique. Elle n'avait plus de traitement, elle ne mangeait pas à sa faim. Donc le bébé est décédé. On a extrait le bébé et elle est décédée le lendemain matin parce qu'on n'avait pas les moyens pour surveiller. On essayait d'apporter les traitements, mais on n'avait pas les moyens pour surveiller. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'une surveillance biologique horaire et on a pu obtenir qu'une surveillance biologique à peu près toutes les 6 heures. Ce qui était impossible, on l'a perdu. Donc il y a les dommages directs et puis il y a les indirects qui ne sont pas comptabilisés, comme un bébé qui meurt d'hypothermie, comme cette maman qui meurt du diabète. Les maladies chroniques, ils ne sont plus dialysés, il n'y a plus de chimio. Tous les patients qui avaient un cycle de chimio ne le reçoivent plus. Les rayons, tous ces patients-là vont mourir ou meurent, mais ils ne sont pas comptabilisés comme étant martyrs ou morts de la guerre. Ils ne sont pas comptabilisés, ce sont des dommages collatéraux. Vous êtes resté que 2 semaines là-bas. Que 2 semaines. Qu'est-ce qui fait tenir tout le monde? C'est effectivement, il y a quand même des enfants qui sont sauvés. Et c'est ça qui fait tenir. En premier lieu, c'est leur dignité. C'est tellement terrible, ce que vous racontez. Et encore, les situations se bousculent dans ma tête parce que j'ai encore du mal à réaliser ce que je viens de vivre. Je ne suis arrivée qu'hier. J'ai d'abord retrouvé ma famille et mes enfants. Vous êtes choquée, enfin. Moi, je suis choquée. Je suis choquée. Je suis très choquée de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu... J'ai l'impression d'avoir apporté une goutte d'eau. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, mais non, Imane, t'as été une bouffée d'oxygène. Moi, je suis arrivée avec beaucoup de bonnes ondes. J'ai essayé de leur dire, allez, on y va, on se motive. Mais c'était très difficile. Moi, ce qui m'a choquée, c'est leur dignité. C'est leurs bonnes ondes. Ils sont dignes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de stylos. Et j'avais apporté des stylos, donc je leur donne. Je sais qu'ils étaient heureux. Quand vous avez un chef de service de réanimation qui vous montre des photos de lui... diplômé ou considéré et qui vous dit, Imane, est-ce qu'en partant, tu pourras me laisser ton shampoing ou ton déodorant? Moi, ça me fend le cœur. C'est-à-dire que même les produits de première nécessité, ils ne les ont pas. Ou alors, c'est extrêmement cher. Et puis, ils ne sont pas payés aussi. Il n'y a pas de salaire. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent pour essayer d'avoir le repas que l'hôpital fournit. Il n'y a pas de salaire. C'est leur dignité. Leur dignité m'a beaucoup marquée. Elle est communicative. Ils sont dans l'action et ils soignent avec le cœur. C'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu démagogique, mais beaucoup de patients venaient pour du social. C'est-à-dire que j'étais aux urgences et puis moi j'étais du côté du déchocage, donc ce sont vraiment les soins critiques. Et quand j'allais du côté médical, Imane, est-ce que je peux avoir ton avis sur un petit bouton? C'est ce qui me vient, un petit bouton à la cheville. Je dis, mais le patient est venu dans ce contexte pour ça. Il me dit, Imane, il me supplie de le garder cette nuit parce qu'il pleut et il est dans une tente. Donc en fait, il vient dans l'espoir qu'on puisse le garder aux urgences. Au moins, comme il pleut. Alors, dès qu'il pleuvait, on avait tout le monde à l'intérieur. On ne pouvait plus travailler, c'était compliqué. Les situations comme ça se bousculent dans ma tête. Je viens d'arriver, mais c'est très difficile pour moi d'en parler. Merci en tout cas pour votre témoignage qui est essentiel. Vous venez d'arriver, vous êtes encore sous le choc. Merci Imane Marifi. C'était important de vous avoir, donc infirmière, un membre de l'ONG Palmed. Merci encore, c'est rare effectivement d'avoir votre témoignage. Il compte parce qu'on a personne, les journalistes ne peuvent pas accéder à Gaza, on n'a pas d'informations. Merci encore pour votre témoignage. Avec plaisir.